Et donc, c'est quoi les objectifs de cette conférence? Ben, il y en a plusieurs. La première, c'est d'abord de vous partager quelques outils de compréhension des conflits entre jeunes. Donc, avec juste une intention qui est ici peut-être de partager des paires de lunettes un peu différentes, de décadrer peut-être un peu la manière dont on voit les conflits habituellement. Donc, c'est juste quelques clés de compréhension dans le sens où, comme Nad te le disait, pour se former à toutes ces approches, ça prend quand même quelques jours, donc en 1 heure. C'est un challenge, donc c'est juste de vous voilà, donner quelques éléments. Et puis un deuxième élément aussi ce soir, c'est de vous partager aussi quelques informations vraiment concrètes et pratiques sur le brevet intervenant en gestion des conflits dans les groupes de jeunes de 5 à 17 ans. Je ne devrais pas dire de 7 à 77 ans, là, vous voyez. Je vais éviter. Voilà. Ok. Mais du coup, puisque c'est un brevet d'intervenant en prévention et gestion positive des conflits entre jeunes, ben, l'idée, en fait, on avait envie de vous faire réfléchir à ce que vous mettiez derrière le mot conflit. Alors, je sais que certains d'entre vous sont déjà initiés, mais pour les autres, allez, on va faire le petit exercice. Donc, quand vous entendez le mot conflit, en gros, qu'est-ce que ça vous évoque? Et donc pour cela, ce qu'on vous propose, c'est soit d'écrire quelques mots dans le chat, voilà. Et puis après, je vais faire la synthèse. Donc, quels sont les mots là qui vous viennent quand vous entendez, voilà, conflit, quand vous revoyez des conflits que les enfants, les jeunes vous rapportent? Alors, il y a désaccord, manque d'écoute, dispute, ouais, surcharge d'émotions, violence, tension, manque de communication. Émotion forte, oui. Ok, c'est déjà pas mal. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous amenez, c'est qu'en fait, il y a des choses qui font partie du conflit en tant que tel, avec, tiens, qu'est-ce que le conflit génère? Ben, il génère des émotions fortes, et parfois, ben, comment il naît? Donc, il y a parfois, ben, qu'est-ce qui fait qu'il y a des tensions? Ben, c'est parfois parce qu'il y a un manque de communication, parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'on s'est mal compris. Et qu'est-ce que ça crée? Ça peut créer parfois des disputes au niveau des enfants. Et là, on est plutôt sur la manière de gérer, en fait, le conflit. Et donc, dans tout ce que vous avez noté, ben j'imagine que lorsque vous avez réfléchi à conflit, ben, c'était des représentations pas très positives qui émergeaient, à part le mot désaccord qui est plutôt neutre, quoi. Et donc, c'est toutes les représentations que vous en avez qui sont plutôt de cet ordre-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a parfois des représentations plutôt négatives du conflit et qui dépendent de plusieurs facteurs, en fait. Ben, déjà, de notre histoire familiale. Ben, tiens, comment ça se passe au sein de la famille? Est-ce que lorsqu'il y a conflit, ben, est-ce que ça crie? Est-ce qu'on tait le conflit? Est-ce qu'on le met sur la table? Est-ce qu'on discute? Voilà. Et puis, ben voilà, après, il y a nos différentes expériences, peut-être dans le cercle amical, en famille, au travail. Ben tiens, comment ça se passe, la gestion de conflits au boulot? Et de tout ça, ben, naissent des croyances, hein, qui viennent autour du conflit. Tiens, peut-être qu'avec mes expériences et mon histoire familiale, j'ai la croyance que le conflit, il est plutôt mauvais, c'est un gros sac de nœuds, et il va influer ma manière de réagir. Ou ben moi, j'ai la confiance qu'en conflit, ben, je peux mettre les choses sur la table et je peux dialoguer. Et en fait, ben, on va ressortir quelque chose de plutôt constructif. Et donc, toutes ces représentations font que je vais avoir des différentes manières de réagir, mais qui sont à distinguer du conflit en tant que tel. Et donc, pour nous, à l'université de paix, en fait, le conflit, il est neutre, et donc c'est un désaccord. En gros, ben voilà, dans les classes, ben, les enfants ne vont pas, ou les jeunes ne vont pas être d'accord sur le jeu auquel ils veulent jouer en récréation. Ils sont pas d'accord sur le jeu. Ben tiens, vous partagez une classe d'enseignantes et puis vous décidez de repeindre votre classe et là vous n'êtes pas d'accord sur la couleur, ok? Ben en soi en fait c'est pas grave, ok? Il y a un désaccord. Par contre, tout dépend de la manière dont vous allez le gérer. Et en fonction de ça, ben ça va être plutôt destructeur. Donc quand vous marquez tension, manque de communication, etc., bah, ça crée, il y a des émotions fortes aussi, ça crée tout ça.
Ou au contraire, ben, il va peut-être être vu comme constructif, une opportunité pour nous permettre de grandir, en tout cas dans la relation à l'autre. Et tout ça, ça va dépendre en fait de la manière dont il va être résolu. Donc nous, on fait bien la distinction entre le conflit qui est un désaccord et la manière de le gérer. OK? Et évidemment, tous nos outils vont tourner autour de la gestion du conflit. Et justement, donc, en termes de gestion de conflit, une autre clé de compréhension qu'on peut avoir, là, que vous voyez s'afficher, normalement, vous voyez les niveaux du conflit de Jacques Ardoineau avec des sortes de bulles là, qui se mettent les unes dans les autres. Ce que je vais vous proposer ici, c'est d'ouvrir assez brièvement une perspective un peu différente, justement, sur la gestion des conflits entre enfants ou entre ados. Et je vais prendre un exemple tout simple pour essayer d'illustrer ça. C'est que, imaginez, hein, alors bon, moi, comme je suis plutôt habitué avec les ados et les classes de secondaire, etc., mais vous pourriez imaginer ça avec des enfants, ça se passe aussi, je l'ai déjà vu pas mal de fois en primaire ou dans plein d'autres contextes, on peut voir ça de manière analogue, mais prenez Charles-Édouard et Kylian, qui sont assis au même banc en classe, et puis à un moment donné, Charles-Édouard qui pousse Kylian et Kylian qui tombe par terre. Alors, imaginez que vous êtes la personne qui encadre le groupe à ce moment-là, que vous soyez enseignante ou éducateur, peu importe. Et bon, bah, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Charles-Édouard qui pousse Kylian. Puis bah, vous allez sans doute intervenir. Vous allez voir que Charles-Édouard a poussé Kylian et peut-être que du coup, vous allez vous dire, oh là là, pour régler la situation rapidement, il y aura peut-être une sanction ou une remarque, quelque chose comme ça à l'égard de Charles-Édouard. Et puis, voilà, pour essayer de régler les choses assez rapidement. Peut-être que vous allez les rencontrer après. Et donc là, vous allez essayer de gérer la situation parce que vous êtes aussi face à un groupe. Vous avez peut-être 25, 27, 30 élèves devant vous en même temps dans la classe. Et donc, il s'agit de peut-être intervenir sous la contrainte du temps aussi. Et en réalité, on pourrait aussi voir ce conflit entre Charles-Édouard et Kylian à différents niveaux. Et donc ici, c'est juste pour ouvrir sur parfois des choses qu'on ne voit pas dans les situations des conflits, donc entre le visible et l'invisible en quelque sorte. Et donc, on pourrait par exemple aller chercher au niveau intrapersonnel et prendre par exemple la situation de Charles-Édouard, en fait, qui, sans que nous le sachions nécessairement, mais en fait, Charles-Édouard, il s'est disputé juste le matin avant de partir à l'école avec ses parents. Il voulait sortir et puis ses parents ne sont pas d'accord. Et voilà, du coup, il est vraiment de très, très mauvaise humeur. Donc, il arrive à l'école avec cette charge émotionnelle en lui. Il s'installe en classe. Et puis là, en fait, il y a Kylian, et on passe au niveau interpersonnel, vous voyez, donc on passe à la bulle suivante. Il y a Kylian, en fait, qui, déjà depuis 5 fois, depuis le début du cours, qui prend des trucs dans le plumier de Charles-Édouard, des bics et des lattes et du Tipex, etc. Ça commence vraiment à énerver et à gonfler Charles-Édouard, qui n'en peut plus, et il explose, et il pousse Kylian par terre. Et en réalité, si on remonte d'un étage encore, en fait, au niveau groupal, c'est une classe dans laquelle il y a souvent du bruit. Et donc, il y a déjà un niveau de tension, si vous voulez, dans la classe et dans le groupe, parce que tous les élèves sont soumis, ça bavarde dans tous les sens, il y a pas mal d'agitation, donc il y a beaucoup de bruit dans la classe, et ça met en fait une certaine tension déjà émotionnelle au niveau du groupe en tant que tel. Et si on va encore un peu plus haut, au niveau organisationnel, on pourrait voir par exemple que en fait, on a là deux ados de 15 ans qui sont en classe ensemble et il est 8h20 du matin ou 8h30 ou 9h, là, en fonction des démarrages des heures. Et que déjà là, en fait, tous les deux et tout le groupe, ils ont déjà un peu du mal à être là. Parce que voilà, c'est pas trop dans leurs horaires, là. Vous savez, les ados, ils sont plutôt la tranche 10-24 que la tranche 6-22. Vous voyez? Et donc, on a là un truc où, en fait, au niveau des horaires, déjà, et de l'organisation, c'est pas évident. Et dans un contexte institutionnel qui est aussi que, voilà, ça c'est à l'échelle sociétale et autres, hein, c'est, tiens, quels sont les cours qu'ils ont, quelles sont les matières, les lois et les décrets de l'enseignement, qui ont l'air de rien aussi, même si ça nous échappe hein, à ces niveaux-là, un impact aussi sur, vous voyez, rien que l'obligation scolaire en particulier, ça a un impact, en fait, aussi sur les jeunes, leur présence à l'école, leur motivation et des choses comme ça, même si bien sûr, nous n'avons pas nécessairement de pouvoir. Mais juste pour vous montrer que, voilà, on peut lire à différents niveaux, intrapersonnel, interpersonnel, groupal, ça c'est surtout les trois dimensions sur lesquelles on peut agir en tant en tant qu'adulte, en fait, au sein d'une école, ou au sein d'un mouvement de jeunesse, ou au sein
un service résidentiel pour jeunes, enfin, peu importe les endroits où nous sommes, c'est trois échelles à laquelle on a. L'organisationnel, ça dépend, ça implique aussi toute l'équipe. Pour organiser, par exemple, il y a une différence entre organiser toutes les heures de cours différentes, par exemple en secondaire, ou organiser des P90, par exemple. Donc, on regroupe certaines heures de cours. Ça va avoir un impact aussi sur la manière de pouvoir organiser ces heures de cours et les rythmes, par exemple, qu'on va proposer là, ou le type de pédagogie qu'on va utiliser, qui vont plus ou moins impliquer les jeunes. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça auxquelles qu'on peut prendre en compte aussi. Et alors là, je vous ai juste parlé de deux jeunes en conflit dans une classe. Ok. On va un peu élargir la perspective parce que dans une école, alors je vais montrer la dia suivante. Enfin, je ne vais pas la montrer tout de suite, je vais d'abord introduire encore un peu plus. C'est que dans une école, vous n'avez pas juste votre classe, mais si vous allez dans la cour de récréation, vous avez potentiellement 100 jeunes, 200 jeunes, 300 jeunes, 500, 600, ça dépend de la taille des écoles. Et parmi eux, il y en a plein qui vivent des conflits au quotidien, même dans les groupes, que ce soit un service résidentiel, que ce soit un mouvement de jeunesse ou un club de sport. Même chose, vous avez pas mal de jeunes et potentiellement beaucoup de conflits. Et ce qui peut se passer parfois, c'est avoir l'impression d'une pyramide comme celle-ci. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la pyramide de prévention. Mais là, j'ai fait exprès avec Nat. On s'est dit, on va renverser la pyramide pour montrer en fait ce qu'on ne souhaite pas voir dans les écoles, à savoir le fait de passer beaucoup de temps, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà observé, c'est de passer beaucoup de temps à l'échelon tout au-dessus. Là, vous voyez, normalement, si ça s'affiche bien pour vous, si ce n'est pas des trop Oui. petits caractères, vous voyez mesures curatives tout au-dessus. Les mesures curatives, c'est chaque fois qu'on intervient dans des situations de conflit entre jeunes pour aller démêler les choses, vous voyez. Et en réalité, ce qui peut se passer parfois dans certaines conditions d'école, c'est que les adultes passent beaucoup de temps à aider les jeunes à gérer les conflits. Et donc le principe que nous, on propose plutôt, c'est que bah, les jeunes, ils sont très nombreux, ils sont souvent beaucoup plus nombreux que les adultes dans l'école. Et donc on se dit, est-ce qu'on pourrait inverser la pyramide, c'est-à-dire donner les outils aux jeunes de manière à ce qu'ils aient davantage d'habileté à gérer leurs propres conflits et à vivre des relations, en fait, une qualité de vie relationnelle qui soit en fait plus sécurisante, plus agréable, plus conviviale, et donc que les adultes passent moins de temps à gérer les conflits. Donc si j'inverse la pyramide, ça donne ceci. Hop, ça c'est magique, hein. Vous voyez, ça prend juste quelques secondes. En vrai, ça prend un peu plus de temps. Euh, mais bon, là, c'est bien, c'est la magie du PowerPoint. Vous cliquez, hop, en une seconde, vous avez résolu les problèmes. Le principe ici, c'est que, donc vous voyez, en fait, si on met la pyramide dans le bon sens, l'idée, quand on voit le bas de la pyramide, c'est la prévention générale et fondamentale. Fondamentale. Je ne vais pas tout détailler en détail, mais juste dire que, en fait, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'il est plus intéressant d'investir? En fait, c'est de donner précisément les outils aux jeunes pour apprendre à gérer leurs conflits, pour créer un climat de classe, un climat de groupe, un climat d'école ou d'organisation qui soit le plus convivial, serein possible, qui mette en valeur le bien-être, l'entraide, le soutien les uns des autres, des choses comme ça, de manière à ce que quand des problèmes arrivent, en fait, les jeunes ont des repères communs avec les adultes, pour savoir comment aborder les difficultés ou les problèmes. En gros, c'est plutôt que d'attendre qu'il y ait un incendie, ben, c'est de s'entraîner, comme on le fait d'ailleurs pour les incendies, on s'entraîne à des procédures incendie, puis quand ça arrive, ben, on est tous à l'aise, on est plus cool, on est plus serein, on sait qu'on doit faire, on prend nos affaires, on va à tel endroit, etc. Eh bien, on arrive à la même chose, en fait, en quelque sorte, avec la gestion des conflits. C'est-à-dire que combien de fois on n'a pas entendu, comme dans les écoles primaires ou dans d'autres circonstances, ou certaines écoles qui ont fait, par exemple, Grenoble pendant des années, prenez deux élèves qui sont en conflit, vous les envoyez chez le directeur parce que voilà, c'est une grosse dispute et c'est difficile. Ils savent que quand ils vont arriver dans le bureau du directeur, ben, ils savent en fait la méthode de gestion de conflit qu'ils vont devoir utiliser. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans le couloir? Ils sont déjà en train de discuter pour gérer leur conflit. Ils arrivent dans le bureau du directeur, le conflit est géré à peu de choses près. Oui, parce qu'ils savent en fait qu'est-ce qui va être demandé par les adultes comme technique de gestion de conflit, comme approche. Et donc, c'est comme si on avait ritualisé le conflit en fait dans l'institution en quelque sorte, vous voyez, pour pas que ça parte dans tous les sens. Parce que forcément, les élèves arrivent avec des approches de gestion de conflit très différentes en fonction de la manière dont les conflits sont gérés à la maison. Voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus. Ouais. On va peut-être passer la parole à Nat. Ok, merci. Et donc, vous comprenez bien à la suite de ce qu'a expliqué Alex, que finalement, une de nos premières actions,
De notre côté, ça va être de pouvoir permettre aux enfants et aux jeunes de créer du lien entre eux pour plusieurs choses. Un, de pouvoir d'éviter un peu les phénomènes d'exclusion qui risquent de favoriser finalement un certain nombre de conflits entre eux. Et surtout aussi de pouvoir donner envie aux enfants et aux jeunes de résoudre leurs conflits de manière constructive, c'est-à-dire non violente. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, si j'ai suffisamment de liens avec mon ou mes camarades en classe, ben, lorsque je serai pas d'accord avec, je vais certainement avoir un peu plus envie de chercher des solutions où on est gagnants tous les deux que d'imposer mon choix et de risquer de finalement de pas faire plaisir à l'autre, de le blesser, etc. En fait, au plus j'ai du lien avec mes camarades en classe, ben, au plus ça va favoriser l'empathie et donc l'envie finalement assez naturelle de vouloir gérer mes conflits autrement que par les coups ou la violence verbale, quoi. D'où ce parti pris de travailler sur un terrain favorable pour leur amener tous les outils dont Alex vous a parlé, parce qu'il s'agit d'outiller les enfants pour qu'ils deviennent plus autonomes, mais pour leur donner envie même d'apprendre à s'outiller, c'est de créer du lien. OK? Euh, et donc, créer du lien au sein d'un groupe. Et donc, on s'est dit avec Alex que c'était intéressant de savoir, puisqu'en fait, vous travaillez avec des groupes dans lesquels il y a parfois des conflits, ben, c'est déjà se poser la question de, mais qu'est-ce qu'un groupe au sens des dynamiciens, ceux qui ont travaillé sur tout ce qui est dynamique de groupe. Donc, un groupe, c'est un ensemble de personnes réunies, on est d'accord, mais savez-vous à partir de combien de personnes nous avons un groupe? Là, vous partez sur de regarder les petits points au niveau du PowerPoint représentent les personnes. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de deux personnes, comme vous le dites, j'ai combien d'interactions? Je vais avoir une interaction. La flèche représente une interaction. Donc, c'est assez simple. Et donc, ça n'intéresse pas les dynamiciens, en fait. OK? Donc, si on rajoute une troisième personne, alors je vais avoir combien d'interactions? C'est plus une interaction, mais c'est trois interactions. OK? Voilà, jusque-là, c'est encore assez simple. Mais regardez ce qui se passe si on rajoute une quatrième personne au niveau du nombre d'interactions. Alors là, on passe tout de suite à six interactions. Et donc, les dynamiciens, la définition qu'ils donnent, c'est qu'on a un groupe à partir du moment où le nombre d'interactions est supérieur au nombre de personnes, parce que c'est ce qui rend vachement plus complexe, finalement, la dynamique, quoi. Et donc, à partir de quatre personnes, on a un groupe. Et ensuite, c'est exponentiel. Vous voyez que, alors là, on n'a pas fait le schéma, mais on aurait pu le faire, mais ça nous aurait pris beaucoup de temps. À partir de cinq personnes, le nombre d'interactions augmente considérablement. Et donc, vous imaginez que dans vos classes, il y a souvent entre 20, 25 personnes, 25 élèves, 30 élèves. Le, la, la complexité qui va se produire dans le groupe étant donné le nombre possible d'interactions qu'il va y avoir entre les personnes. Et encore, là, je parle de personne à personne, mais après, je pourrais parler de personnes avec des duos, avec des trios, etc. Donc, c'est extrêmement complexe ce qui s'y passe, quoi. Euh, et donc, pourquoi c'est ça? Et quand il y a plein de personnes, ça donne quoi? On aurait pu faire des flèches dans tous les sens. Et donc, c'est une véritable toile d'araignée qu'il existe dans les groupes, quoi. Et donc, le parti qu'on prend, en fait, c'est de se dire que, bon, un groupe est complexe. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des groupes qui fonctionnent bien, entre guillemets, et qu'est-ce qui fait qu'il y a des groupes où c'est tendu, où c'est très conflictuel, etc. Mais ça s'explique par le fait qu'il y a différentes étapes de vie dans un groupe. Oui, c'est ça. Et donc, juste Ouais. présenter brièvement, c'est que euh, on essaye d'utiliser un peu comme les niveaux de conflit là, d'Arduino que je vous ai présenté, hein, de voir qu'il y a des conflits à un niveau intrapersonnel, interpersonnel, groupal et tout ça. Et puis une autre manière, hein, on utilise un peu des cartes pour essayer de nous aider à lire avec plus de facilité ce qui est en train de se passer là, en train de se vivre dans un groupe.
Et un groupe classe implique, mais même un groupe en service résidentiel pour jeunes ou un groupe dans un mouvement de jeunesse, implique forcément l'adulte qui en fait partie, hein. D'où l'image qu'on avait pris avant avec le petit bonhomme en rouge qui représente symboliquement l'adulte qui en fait partie et qui est lui-même aussi l'objet de plein d'interactions. Et donc ici, ce qu'on a voulu utiliser comme carte, c'est les étapes de vie d'un groupe de Tuckman. Peut-être certains ou certaines connaissent ce modèle-là. Ça aide un peu à essayer de comprendre un peu les moments clés par lesquels vont passer les groupes. Alors, c'est pas aussi linéaire que ça, hein. Ça peut aller en avant, en arrière, dans tous les sens. Donc, c'est très dynamique, mais on voulait pas trop surcharger le schéma en vous mettant des flèches dans tous les sens. Mais on peut dire qu'en général, il y a 5 grandes étapes que vous voyez apparaître là. Donc, la constitution d'un groupe, sa formation, si vous voulez, le moment de différenciation où il y a toutes les différences qui peuvent faire du conflit, on va dire, qui apparaissent, ben, il va falloir réguler tout ça, donc remettre un peu de la stabilité dans le groupe. Et à ce moment-là, on a des conditions où on peut réaliser l'objectif du groupe, donc la tâche ou apprendre à vivre ensemble de manière OK. Et puis, ben, à un moment donné, le groupe se dissout, hein. Vous avez tous et toutes vécu ça dans les groupes avec lesquels vous êtes. C'est que, bah, tiens, à un moment donné, on arrive à la fin d'une année scolaire ou d'activité ou des choses comme ça. Il y a toujours ce moment de se dire au revoir et de clore la vie du groupe. Mais aussi, chaque fois qu'on accueille quelqu'un ou quelqu'une, il y a un changement qui se passe aussi et on repasse un peu dans toutes les étapes. Donc, on vous détaille ça de Oui, manière un peu plus précise maintenant, en tout à commençant fait. par Donc, la constitution d'un groupe. c'est ça. Et donc, là, en fait, euh, au départ, en fait, le groupe va se constituer et comme vous l'avez vu à travers le schéma précédent, en fait, comme c'est assez complexe, ben, un groupe va se constituer assez rapidement autour de deux grandes dimensions. Ben, il y a la dimension formelle avec un peu la structure, les rôles de chacun, qu'est-ce que les enfants y font, quel est le rôle de l'enseignant, des jeunes, etc. Et puis, donc, il y a ça d'un côté. Et puis, il y a toute la dimension informelle avec les affinités qui vont se créer, avec parfois des alliances et des oppositions. Car tout groupe, en fait, est potentiellement anxiogène. Et donc, qu'est-ce que vont chercher à faire les jeunes, les enfants au tout début d'un groupe? Mais ils vont chercher à se rapprocher des jeunes, des enfants qui les ressemblent, qui leur ressemblent plus ou avec qui ils partagent déjà des activités ou qui connaissent déjà ou dont la tête leur revient. Donc, il y a tout ce qui est de l'ordre des présupposés, des préjugés. Et donc, les enfants vont créer des affinités. Et quand il y a peu de sécurité dans le groupe, parfois ils vont exagérer les points communs qu'il y a entre eux pour former une grosse différence avec d'autres, quoi. Et donc, si le responsable du groupe, que ce soit l'enseignant, l'animateur, etc., ne fait rien pour finalement casser un peu, entre guillemets, ces coalitions négatives et créer du lien, amener les enfants et les jeunes à se rencontrer et donc forcer un peu la rencontre aléatoire entre les enfants, mais on va avoir ce qu'on appelle des clans. Et des oppositions, et ça va tirailler déjà dès le départ, dès la constitution du groupe. Et donc, lorsqu'on revient un peu au schéma des différentes phases de vie de Tuckman, la constitution du groupe va être essentielle et vous avez un rôle essentiel où l'idée c'est de mettre les enfants en lien pour qu'il y ait plus de fluidité dans le groupe, de facilité, et que les enfants se sentent en sécurité et qu'en gros ils sachent un peu mais qui fait partie de la classe. Parfois, les enfants, arrivés à la Toussaint, ne connaissent même pas le prénom de certains dans leur classe parce qu'il n'y a pas eu, il y a rien qui a été mis en place pour se faire rencontrer les enfants. Et on a beau se dire que ça va se faire naturellement, ce qui se fait naturellement, c'est que les enfants vont rester entre entre ceux qui se connaissent relativement bien, en gros, quoi. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, ça, c'est une chose, quoi. Euh, et donc, on avait envie de vous donner aussi trois clés, en fait, trois grandes clés pour constituer un groupe. C'est-à-dire que quand vous avez un groupe qui ne va pas très bien, ben, vous pouvez vous référer à ces trois C, si vous voulez. Ben, un des premiers C, c'est le contrat. Donc, ça paraît bête, et parfois les enfants ou les jeunes ne savent pas pourquoi, en fait, ils sont réunis ensemble. Donc, à l'école, ça paraît assez simple, mais que les enfants ou les jeunes soient à l'école, en camp scout,
en stage d'une semaine, bah, ils vont pas être réunis pour les mêmes raisons. Ils vont pas être réunis pour le même objectif. Et parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. OK? Donc, ce qui peut paraître chouette, c'est de définir avec eux ce pourquoi ils sont ensemble, en fait. Ou définir ce contrat. Et à la fois, une fois que ça c'est bien clair, ce qu'ils vont pouvoir réaliser et faire ensemble, vous voyez il y a deux autres C qui sont de l'ordre du contact et du cadre. Et en fait, le contact et le cadre vont être au service du contrat. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière le contact et le cadre? Le contact, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire quel est le type de relation qui existe entre eux? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que les enfants peuvent aller finalement jouer ou travailler très facilement avec les uns ou les autres, ou déjà est-ce qu'il y a de la réticence entre eux à vouloir changer de place en classe ou aller réaliser quelque chose avec l'un ou l'autre avec lesquels ils ont finalement peu de liens, quoi. Donc c'est, tiens, on peut travailler sur ce contact. Est-ce que j'ai mis en place suffisamment d'activités pour se faire rencontrer les jeunes et les enfants? Ça, c'est le C du contact. Et le cadre. Parfois, ça vous paraît assez évident que, ben oui, le cadre est clair pour vous, mais l'est-il vraiment finalement pour les jeunes, quoi? Parfois, des règles et les lois qui existent dans les écoles, ben voilà, ça roule pour vous, et parfois même pas pour les adultes entre eux, parce que dans les équipes, il y a parfois des différences sur la compréhension finalement des règles. Et tiens, je sais pas, avec Madame Céline, ça va être comme ça. Et puis, lorsqu'elle surveille la récréation, et puis avec Monsieur Untel, ça va être autrement. Et tiens, les enfants vont aller un peu taper dans le cadre et parfois vont aller jusqu'à ne pas se sentir finalement en sécurité parce que le cadre n'est pas clair ou pas suffisamment conséquent. Et donc, il y a de la violence dans la cour, mais les adultes n'interviennent peut-être pas de la même façon ou ne vont pas régler les conflits de la même façon. Et donc il va être intéressant de se dire, ben tiens, quand un groupe, quand ça grince, je peux aller voir quel type de lien il y a entre eux, ça c'est le contact, et puis est-ce que mon cadre est suffisamment clair, est-ce que je suis conséquente, etc. Pour pouvoir servir le contrat. Et à l'école, le contrat, c'est de pouvoir finalement apprendre ensemble, quoi. OK? Donc ça, ce sont les trois clés pour constituer un groupe. On avait envie de vous faire réfléchir, enfin de vous faire revenir dans... Est-ce que vous avez déjà observé, quelques semaines après la rentrée, ce qui se passe dans vos classes ou dans vos groupes, si certains sont en classe ou dans des groupes qui suivent une année, que ce soit en extrascolaire, en scolaire, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe en général? Est-ce que vous avez déjà observé des choses qui se passaient quelques semaines après la rentrée ou parfois 1 à 2 mois après la rentrée? Formation de clan, ok. Il y a des affinités, ok. Effectivement, on peut. D'ailleurs, la formation d'affinité ou de clan, ouais, des tensions parfois, ok. Ouais, des leaders, ouais, ok. Et donc, dans les tensions et les leaders, certains peuvent prendre le contrôle, d'autres s'effacent. Exactement. Tout à fait, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, les enfants, en tout cas, quand ils ne connaissent pas trop le groupe, euh, vont pas trop se démarquer. Ils vont malgré tout essayer de chercher du commun comme ils peuvent, pas faire trop de bruit avec les uns et les autres. Et après, souvent, ce qui se passe, c'est que il y a des tensions qui apparaissent ou des leaders qui émergent avec d'autres qui suivent, etc. Et ça peut créer effectivement un certain nombre de conflits. Et donc, c'est normal. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, si des conflits émergent ou des tensions, c'est que peut-être il y a suffisamment de sécurité entre eux pour qu'ils osent marquer leur différence. Et donc, c'est là qu'on passe à l'étape suivante des étapes de vie d'un groupe. Et là, c'est Alex qui va reprendre la parole par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et donc, comme Nat le disait, hein, donc, ils se connaissent, on va dire, ils commencent à se connaître un peu. Il y a suffisamment de sécurité potentiellement que pour pouvoir marquer leurs différences. C'est aussi lié au phénomène
quelqu'un avait nommé, là j'ai vu dans le chat, les alliances et les oppositions. Vous voyez, il y a des clans qui se forment et donc il y a des conflits interclans à certains moments donnés qui parfois même se jouent. Vous avez peut-être déjà vu ça. Parfois c'est de leader à leader de clan là. Ou alors il y a des conflits dans les clans aussi. Combien de fois ça arrive pas dans les bandes là de 3 ou de 4? Vous voyez, ça triangule un peu dans tous les sens et ils s'y retrouvent pas trop tout le temps là. Donc parfois ça part dans les conflits aussi de ce côté-là. Et donc, l'idée, c'est que, bah, à un moment donné, il va falloir réguler ça. Donc, alors, bien sûr, chaque enfant et chaque ado, ils ont des moyens de gestion de conflit qu'ils ont appris, plus ou moins violents, hein, plus ou moins agressifs verbalement. Ça dépend, voilà, de comment ils ont grandi, avec quel type de modèle autour d'eux. Et donc, c'est assez diversifié. On a un peu le panel de tout dans une école, généralement, ou dans un groupe de jeunes, quelles que soient les conditions dans lesquelles vit le groupe de jeunes. Et donc, en fait, l'idée ici, ça va être de donner en fait des outils communs pour que les élèves, les jeunes, les enfants, les ados aient vraiment des repères en fait sur ce qui est OK et que les adultes peuvent utiliser aussi entre eux, parce que ces outils de gestion de conflit peuvent être utilisés aussi entre adultes pour les équipes et améliorer l'ambiance et le climat des équipes. Donc ici, on vous a juste mis pour vous montrer un peu de ce que ça recoupe euh, qu'il y a quand même deux grands niveaux comme on a vu les niveaux là, de conflit tout à l'heure avec intrapersonnel, interpersonnel, groupal et autres. Ben, en tant que adulte qui s'occupe de groupes de jeunes, la plupart du temps, vous avez deux grands niveaux sur lesquels vous allez agir la plupart du temps, qui sont les conflits interpersonnels et les conflits qui concernent des groupes. Et on voit que les modes, en fait, le schéma ici montre surtout que les modes de gestion de conflits sont pas les mêmes entre les deux. Alors, on donne deux exemples ici, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres modes de gestion de conflits, mais c'est un peu les principaux. Donc, ici, par exemple, dans un conflit entre deux ados, deux enfants, on va plutôt utiliser des techniques de négociation ou de médiation, c'est-à-dire il y a un tiers qui vient les aider. Alors, si c'est pas de la médiation, ça peut être de la conciliation ou parfois de l'arbitrage. Vous voyez, il y a des nuances dans tout ça en fonction du temps et de l'espace qu'on a. Et puis, si on passe là à un niveau où c'est un groupe qui est en conflit, là, c'est vraiment différent. Alors, on passe alors à des approches qui sont plutôt de médiation collective. On va plutôt parler de ça. Et on a un exemple qui est le tapis rouge. Et donc, en quelques mots comme ça, si on prend plutôt les conflits interpersonnels, ben là, je laisse Nat dire un petit Oui. mot rapide Et là-dessus. donc, oui, pour ce qui concerne les conflits interpersonnels, la première étape, c'est de faire prendre conscience aux enfants ou aux jeunes quelles sont leurs attitudes privilégiées lorsqu'ils sont en conflit, quelles sont leurs grandes tendances. Et donc, en tout cas en primaire, on utilise, et ça peut se faire aussi chez les ados, on utilise la métaphore des animaux parce qu'en fait, ils comprennent assez bien, du coup, en quoi l'animal peut représenter une attitude. Et donc, ici, globalement, ben, on leur présente le lion ben, qui va plus volontiers imposer ses choix, le caméléon qui va plutôt s'adapter à ce que l'autre souhaite, même si au départ, il avait envie d'autre chose. La tortue qui elle va plutôt rentrer la tête dans la carapace et qui va pas être en mesure finalement de communiquer et donc de peut-être de dire ce qui va pas et donc de chercher des solutions. Donc pour la tortue, il y aura pas de solution. Pour le caméléon, ce sera la solution de l'autre. Pour le lion, ce sera sa solution à lui. Puis vous voyez, il y a une quatrième famille d'attitudes qui est symbolisée plutôt par le dauphin qui lui va plutôt représenter la collaboration et chercher des solutions gagnant-gagnant. Ok, donc là, c'est pas sa solution, la solution de l'autre, c'est notre solution ou nos solutions. Euh, et donc, globalement, dans une classe, on a souvent, ben, on va trouver très spontanément, très naturellement, des enfants avec une attitude plutôt lion, d'autres caméléons, d'autres tortues. Et parfois, il y a un enfant ou l'autre qui va avoir une attitude plutôt naturelle dauphin, mais c'est plutôt rare. Pourquoi? Parce que l'attitude dauphin, entre guillemets, ben, elle demande un apprentissage, quoi. Elle demande de pouvoir communiquer, écouter finalement ce que l'autre veut, pouvoir exprimer ce que moi je veux dans le conflit, et puis à un moment donné de chercher des solutions. Et pour cela, en fait, ben, il va y avoir un apprentissage au niveau des enfants et on leur présente une méthode de gestion de conflit qui est représentée par un chemin et qui est représenté ici sur l'ADIA et qu'on appelle le CIREP. Le CIREP qui représente les différentes étapes
finalement par lesquels les enfants vont pouvoir passer pour pouvoir gérer le conflit avec le stop, pour pouvoir gérer les émotions, le I, pouvoir identifier le problème en revenant dans les faits et puis tiens, ce que les enfants ont ressenti quand ça s'est passé, le R pour la recherche de solutions, le E pour l'évaluation des solutions. Mais les enfants vont proposer un panel de solutions, mais qui va peut-être convenir à l'un, mais pas à l'autre, etc. Ils vont, à un moment donné, dans cette étape, évaluer ce que valent les solutions pour l'un et pour l'autre, et puis ensuite choisir la solution et la planifier concrètement. Et donc, ici, on passe très vite sur la méthode, sur cette méthode de gestion de conflit, mais je pense que vous vous rendez bien compte que pour passer sur ce chemin qui est représenté par les différentes cartes ici au sol, bah, il faut des habiletés émotionnelles et en termes de communication aussi. Et tout ça, c'est ce qu'on aura l'occasion de voir et de parcourir évidemment tout au long de tout au long de la formation, avec l'idée de pouvoir l'apprendre ensuite évidemment aux enfants et aux jeunes, quoi. Je te passe la parole, Oui. Alex, pour les 6C. Voilà, juste dire que on a l'équivalent, on va dire, au niveau des ados, avec un petit jeu de cartes, c'est tout petit comme ça, c'est portatif, ça fait un rappel. Aussi, on a pas mal travaillé pendant des années aussi à former des médiateurs entre jeunes, donc des jeunes qui ont un peu plus de formation que les autres pour vraiment pouvoir aider d'autres à gérer leurs conflits. Et alors comme ça, ils ont leur petit jeu de cartes et ça devient un repère en fait pour chacun. Et comme disait Nat, effectivement, ça prend un certain temps en fait d'acquérir toutes ces compétences. C'est pour ça que c'est pas mal de le faire un petit peu chaque année. euh, et au fur et à mesure que les jeunes grandissent, ben, comme ça, à un moment donné, ça devient presque automatique. Et alors, c'est marrant ce que tu parlais des images des animaux. Et Mm. justement, je papotais avec ma grande fille qui a 20 ans maintenant, qui venait de terminer un examen en première assistante sociale pour son bac, un examen de communication interpersonnelle. Elle a justement parlé des marionnettes à son examen en disant, mais vous savez, moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petite, mon papa il avait des marionnettes et alors il faisait tout le temps des trucs comme ça. Donc vous voyez que même après de nombreuses années, ces choses-là restent en fait. C'est vraiment des images symboliques qui marquent sur des attitudes de communication. Et donc c'est très puissant que ce soit avec les tout petits bouts en maternelle. Bah là c'était en première primaire que je suis intervenu auprès d'elle. Et puis ben voilà, avec les grands, les ados et les adultes, ça fonctionne très bien aussi. Oui. Euh, Et puis, il y a un autre élément, c'est, je ne vais pas vous détailler tout ça parce que on n'a pas le temps ce soir, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a aussi un dispositif pour les groupes. Et le principe pour les groupes, en fait, c'est vraiment d'organiser une parole très structurée en fait dans le groupe, d'avoir un cadre de confiance aussi forcément et de sécurité, et de pouvoir avoir aussi un petit baromètre météo quand on commence la gestion des conflits en groupe. Et le principe, je vais utiliser une métaphore toute simple, le principe, c'est d'arroser les fleurs et de nettoyer les cailloux. Donc, c'est d'abord de pouvoir se dire tout ce qui va bien dans le groupe, tout ce qu'on apprécie, tout ce qui nous fait du bien, et puis de dire, ben, en fait, voilà les problèmes qu'on a dans le groupe. Et ça peut être aussi bien le bruit, l'organisation, les conflits, des groupes qui sont en conflit ou des choses comme ça. Et le principe, c'est toujours de lister les problèmes et puis de les prendre un par un pour éviter de faire genre le sac de nœuds là dans le groupe dont on n'arrive pas à se dépêtrer. C'est d'y aller vraiment très progressivement avec ces mêmes dynamiques de recherche de solutions et tout ça. Mais donc d'y aller voilà, vraiment progressivement. Si vous connaissez le conseil de coopération de Daniel Jasmin ou des choses comme ça c'est dans cet esprit-là. Voilà, c'est parfois très connu, conseil de coop, donc j'évoque ça. Et eh ben Nat, c'est à toi. Oui. Et donc, en fait, ici, on vient de vous parler ben, de régulation, quoi. Donc, quand le groupe entre dans cette boucle, d'ailleurs, la différenciation, enfin, en anglais, l'étape qu'il utilise, enfin, le nom qu'il utilise, Tuckman, c'est storming. Donc, c'est la tempête. Donc, quand les enfants sont dans la tempête, ou les jeunes sont dans la tempête, ben, l'idée, c'est de pouvoir leur proposer des méthodes de gestion de conflit, soit interpersonnelles s'il s'agit d'un conflit entre deux jeunes, deux enfants, ou alors des méthodes de résolution plutôt groupales comme ce que Alex vient de vous présenter. Et donc là, on est dans une forme de régulation en fait des conflits. Et donc ensuite, le groupe sort de cette boucle, de cette tempête. Et va pouvoir enfin passer à l'étape de réalisation. En fait, ils vont enfin pouvoir faire ce pourquoi ils sont ensemble, quoi, en gros.
Donc, s'ils sont à l'école, ben, ils vont avoir finalement les bonnes conditions pour pouvoir apprendre ensemble. S'ils sont au scout, pouvoir réaliser une construction, etc., etc. Et donc, on avait envie de vous montrer une petite vidéo ben voilà, toute mignonne, de ce que ça donne un groupe qui coopère ensemble. Hum. It's smarter to travel in groups. Bon, voilà, c'est un petit exemple de, tiens, pour arriver à faire ça, faut quand même... alors, on n'a pas compris ce qu'ils se sont dit, mais ils ont dû communiquer pour trouver une stratégie commune et faire face finalement aux prédateurs là, qui arrivaient. Donc voilà, c'est comment faire pour faire ensemble et s'en sortir. Donc ça, c'est l'étape de la réalisation. Et puis, on arrive à la dernière étape, Alex. Oui, voilà, et donc c'est l'étape finale, c'est la dissolution ou la modification du groupe. Et là, il y a deux éléments qu'on avait envie de souligner ici. C'est, ben, vous l'avez sans doute déjà vécu si vous avez des groupes sous votre responsabilité. C'est comment clore, en fait, quand on arrive en fin d'année. Souvent, on célèbre, vous voyez, on prend le temps parfois d'évaluer ce qui s'est passé, ou tous les X, on peut prendre des moments d'évaluation. Mais c'est aussi le moment de célébrer, de prendre soin, de clôturer le groupe dans des conditions, particulièrement dans les fins de cycle, hein. Vous connaissez souvent, quand, si vous avez des élèves pendant 2 ans, c'est toujours quelque chose de clore le chemin parcouru avec eux. Et puis, ce qui est important aussi ici, c'est de savoir que, en fait, c'est important d'accueillir et d'inclure, d'avoir un moment où quelque chose se passe quand il y a une modification de la composition du groupe. Quelles que soient les conditions, que ce soit à l'école, dans un club, dans un atelier, dans un mouvement de jeunesse, c'est que vous accueillez un nouvel élève ou un élève part, c'est important que quelque chose se passe parce que la dynamique du groupe va être bousculée par cet événement-là. Comme on l'a dit tantôt, hein, vous avez 27 élèves, un élève qui part ou un élève qui arrive, c'est pas juste une interaction en plus, c'est pas juste un jeune. C'est, je suis pas très fort en maths, mais ça fait beaucoup. Et donc, voilà, important de prendre ça en compte en fait dans la vie des groupes. Ouais. Oui, ici, on voulait vous demander, ben, tiens, comment tout ça vous parle, vous percole. Est-ce que dans tout ce qu'on vient de vous raconter avec Alex, est-ce qu'il y a voilà, des choses qui vous parlent? Est-ce que vous avez visualisé peut-être des moments dans vos classes enfin, des moments ou des situations pour lesquelles vous pourriez peut-être utiliser voilà, les outils qu'on vous présente ou peut-être que vous avez eu un élément de compréhension qui vous permet allez, d'analyser ce pourquoi bah, tiens, tel groupe fonctionne bien ou tel groupe ne fonctionne pas, par exemple. Donc là, c'est voilà, l'idée, c'est pas de se le dire là maintenant, mais de pouvoir réfléchir à bah, tiens, à l'écoute de tout ça. Qu'est-ce que je reprends moi finalement dans ma valise pour mieux comprendre ce qui se passe dans mes classes, dans mes groupes et comment je peux mieux agir, quoi. Et vous aurez le PowerPoint à votre disposition, hein, en termes de suivi. On vous enverra les infos et on vous enverra le PowerPoint comme ça. Si vous voulez un ancrage supplémentaire de tout ça, eh bien, vous l'aurez à votre disposition. On ira peut-être vers du coup, les infos concrètes. Oui, et Ouais. donc là, il reste on a déjà un peu dépassé, mais je vais prendre allez, 2, 3 minutes pour vous présenter la fameuse formation longue, là, le brevet d'intervenant en gestion des conflits dans les groupes d'enfants, avec les objectifs, les modules, le contenu. Et donc, dans les objectifs, euh, les- on va nommer trois objectifs principaux. L'idée, c'est qu'au cours de cette année de formation, c'est de pouvoir acquérir des techniques de gestion positive des conflits, mais au-delà des techniques que vous allez avoir, c'est, comme je le disais au tout début
de la conférence, c'est de pouvoir aussi adapter ces attitudes éducatives en fonction des outils finalement ou des techniques que vous allez proposer aux enfants. Parce que il y a rien à faire, c'est qu'à un moment donné, ça va demander de la cohérence entre ben moi, comment j'interviens en conflit ou comment je m'adresse aux enfants et en même temps, ben, toutes les activités que je vais pouvoir mener avec eux et tous les outils que je vais pouvoir leur proposer. Donc, on va travailler à la fois sur des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, quoi. D'où l'idée de la formation longue, parce qu'en savoir-être, on ne le change pas en 2 jours de formation, en fait. Un deuxième objectif, l'idée, c'est de repartir aussi avec des activités directement reproductibles avec les jeunes. Et donc, vous allez vivre les activités et vous allez pouvoir les transmettre directement auprès des enfants et des jeunes. Et l'idée, justement, c'est de vous encourager à directement, finalement, tester toutes ces activités et voir ce que ça donne dans vos groupes et dans vos classes. J'ai vu qu'il y avait une question, mais j'y répondrai après. Euh, et je termine par le dernier objectif, c'est que l'idée, c'est aussi de vous apprendre à animer des séquences d'apprentissage de nos programmes. Donc, le programme en primaire, c'est le programme Graines de médiateur, dont certaines d'entre vous ont peut-être entendu déjà parler. Et au niveau des primaires, des secondaires, pardon, ce sera les 6C. Et donc, l'idée, c'est de repartir avec tout ce package, quoi. À la fois avoir des outils, mais de vivre des activités, de pouvoir les transmettre et puis carrément pouvoir animer des séquences d'apprentissage, quoi. Il y aura aussi, oui, donc je vois Jonah qui parle des maternelles. Effectivement, il y aura aussi tout un pan au niveau donc c'est maternelle, primaire et secondaire. Avec l'idée que, oui, les activités seront adaptées à partir de 5 ans, mais il y a un grain de médiateur pour les maternelles, donc en fonction du public que l'on aura dans le groupe, ben, on vivra aussi des activités de maternelle, mais elles seront certainement adaptées pour les tout petits, quoi. OK? Et donc, la formation se constitue en gros de 6 modules, avec les 2 premiers modules qui parlent de prévention générale. Et donc là, c'est en référence à la pyramide que vous a présentée Alex en début de webinaire. Et donc avec un module 1 qui se constitue autour du vivre ensemble, de la cohésion, du lien entre les enfants et puis du cadre. Comment mettre un cadre dans sa classe de manière à ce qu'il soit cohérent et de manière à sécuriser les enfants. Le module 2 sera autour de tout ce qui est communication, gestion des émotions, comment je fais quand je suis pas d'accord avec l'autre, on va pouvoir revenir dans les faits. L'idée, c'est aussi de travailler sur tout le pan émotionnel, comment accueillir les émotions des enfants pour les aider à les gérer du mieux possible. Le module 3, qui est plutôt de la prévention spécifique, là tournera autour de la compréhension de ce qui se joue dans le conflit. Est-ce qu'il s'agit de conflits interpersonnels ou de conflits groupaux, et puis de l'action. Donc ça, c'est tout ce qu'on vous a présenté avec les animaux ici dans le webinaire. On ira beaucoup plus loin, évidemment, et puis des techniques de résolution de conflits plutôt groupales, comme le tapis rouge, par exemple. Module 4 autour de l'intervention. Et donc là, il s'agira de se former aux méthodes d'intervention plutôt groupales, enfin groupales et interpersonnelles. Et enfin, l'animation de programmes avec les enfants ou les jeunes. Et donc là, il y aura 2 modules qui seront consacrés à ça. Avec un module autour des techniques d'animation, c'est-à-dire comment animer finalement les activités au niveau des enfants, parce qu'il y a à la fois le jeu, mais aussi toute la discussion qui s'ensuit ou qu'on appelle le débriefing. Grâce auquel en fait les enfants vont pouvoir apprendre de toutes ces activités. Et donc ça demande des techniques particulières. Et puis enfin le module 6
qui s'articule autour de l'implantation des programmes et de la gestion des incidents critiques. Tiens, dans une classe, oui, évidemment, les incidents critiques, vous en avez souvent. Et donc, comment faire face à l'imprévu, en gros, et comment faire aussi pour implanter dans une structure scolaire ou une autre d'ailleurs, les programmes de manière à ne pas vous épuiser dans les conflits, c'est-à-dire que vous ne soyez pas les seules personnes ressources euh, dans vos structures à porter en fait tous ces programmes-là, quoi. Donc, comment faire pour diffuser, quoi, en gros avec des modèles d'implantation. Alors, au niveau du contenu, rapidement, donc les 6 modules de formation que je viens de vous présenter. Entre chaque module, entre certains modules de formation, il y aura des supervisions collectives, mais en distanciel. Il y en aura 4 sur l'année. Il y aura également des accompagnements individuels avec un retour des travaux demandés. Donc, entre chaque module, l'idée, c'est d'expérimenter sur le terrain. Et donc, les travaux porteront là-dessus, surtout l'expérience. Et donc, il y aura un accompagnement individuel par rapport à ça. Il y aura également un stage passif. Le stage passif, c'est aller observer une animation d'un programme réalisé par un formateur de l'Université de Paix. Aller voir une animation, comment ça se passe. Et puis, il vous sera proposé également un stage actif de minimum 6 animations, d'1h20 environ, où là, l'idée, c'est d'aller tester vos séquences d'apprentissage avec un groupe et à chaque fois avec des allers-retours de, tiens, mais comment ça s'est passé, comment je peux améliorer ma pratique, etc. Puis 2 entretiens individuels d'évaluation, un suite à l'observation du stage actif et puis en fin de formation. Et on avait envie également de vous donner une estimation du travail individuel que ça allait demander. Mais en gros, on estime à peu près 25 heures de travail individuel en plus des modules de formation et des stages, etc., etc. Donc ça concerne tout ce qui est lecture, travaux, préparation de séquences d'apprentissage, etc. Donc ça, c'est au niveau de ce qu'il y aura. Et voilà. Donc merci de votre attention.